Bonjour, je m'appelle Nadia El Chadi, je suis enseignante depuis une vingtaine d'années. Depuis 2015, je suis activement engagée dans l'accompagnement des enfants vulnérables via d'une part l'ASBL Maxilien que j'ai fondé et Ergonomique Pédaconcept qui consiste à revoir la posture de l'école pour s'adapter aux réalités de l'enfant. Le but de cette vidéo est de vous présenter le projet Maxilien qui consiste à mettre en place un système d'accompagnement des enfants vulnérables de manière générale et plus spécifiquement les enfants en situation de migration et allophones. Ce projet sera implémenté durant toute cette année scolaire dans toutes les écoles fondamentales d'IXL, maternelles et primaires et s'articulera autour de plusieurs axes. Le but étant de pouvoir répondre aux besoins à la fois des enfants, de leur famille, mais aussi les demandes de l'ensemble des équipes éducatives, incluant les titulaires de classe, les directions, les professeurs spécialisés, notamment le FLA, et les équipes d'animateurs et animatrices. C'est un projet de recherche-action. Stratégiquement, nous avons pensé faire entrer dans le projet d'abord les équipes d'enseignants FLA, soutien des plus, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elles sont très proches des enfants. Elles ont l'occasion de les observer en petits groupes. Elles peuvent être un lien entre les enfants, la direction, les titulaires et les parents. Elles peuvent avoir une approche aussi plutôt globale de l'enfant, puisqu'elles ont parfois l'opportunité de les voir sous différentes facettes. Les enfants ne sont pas toujours les mêmes lorsqu'ils sont au sein de leur groupe classe et lorsqu'ils sont dans le groupe FLA. Elles peuvent prendre le temps d'assurer le suivi pédagogique, mais surtout toute la partie suivi de l'élève, PIA, rédiger des comptes rendus, un dossier suffisamment clair et lisible par les différents intervenants qui gravitent autour de l'enfant. Elles peuvent aussi être une personne ressource précieuse dans les outils pédagogiques et didactiques utilisés ou à utiliser avec les enfants et peuvent également être d'un grand secours lorsqu'il s'agit d'assurer le continuum pédagogique quand ils sont dans leur groupe d'âge. Alors dans la deuxième partie, il s'agissait de rencontrer les directions. Alors d'abord en réunion collective et puis individuellement pour connaître et comprendre les différentes réalités de chaque école, voir un peu quels sont les projets pédagogiques qui sont déjà en cours, qui ont déjà été testés et le type de public auquel on fait face. Dans un troisième temps, c'est la présentation du projet aux équipes des titulaires, donc la raison de cette vidéo. Et puis la rencontre avec les titulaires qui le souhaitent en priorité et qui sont en demande et en attente de recevoir du soutien, des pistes, des idées, des outils didactiques, des outils pédagogiques, des conseils ou tout simplement des titulaires qui ont envie de partager et de montrer ce qu'elles ont déjà développé comme stratégie pédagogique pour pouvoir accueillir les enfants, pour pouvoir les faire progresser et partager tous ces outils avec les autres équipes, soit au sein de l'école ou au sein des autres écoles. À partir de janvier-février, il s'agira de commencer à mettre en place la collaboration avec les parents. Donc je vais expliquer un petit peu plus loin de quoi il s'agit. Alors pour entrer dans le vif du sujet, donc le contenu du projet, en quoi consiste-t-il, quelles sont les missions, quels sont les objectifs exacts et quelle est la manière dont on va procéder pour pouvoir atteindre ces objectifs. Le système d'accueil des enfants allophones comporte beaucoup de lacunes puisqu'il n'y a pas de protocole clairement défini une fois que les enfants sont inscrits dans les écoles. Par ailleurs, cette problématique ne fait pas partie intégrante de la formation initiale des enseignants. Depuis les dernières années, quelques hautes écoles ont inscrit dans leur programme l'accompagnement des enfants en situation de migration, mais cela reste le fait de quelques initiatives personnelles. Pourtant, il y a de nombreux paramètres fondamentaux dont il faut tenir compte si on veut organiser une scolarité réussie pour ces enfants. Cependant, il est évident qu'en l'état actuel, faire peser tous ces challenges sur les seules épaules des enseignants
et plus spécifiquement les titulaires, ce n'est pas réaliste. Les enjeux pédagogiques sont déjà énormes et ce travail doit être pensé en co-construction avec une répartition claire des missions et une définition réfléchie des rôles de chaque intervenant et intervenante qui agit autour et pour l'enfant. Et cela inclut évidemment les parents aussi. Toutes ces lacunes ont évidemment des conséquences à la fois sur le travail des enseignants, sur le cursus scolaire des enfants, mais aussi l'inclusion et la valorisation du rôle des parents. Il y a tout d'abord les problèmes de communication, donc qui sont tout simplement dus à la barrière de la langue, mais il y a aussi les problèmes de communication qui sont liés aux attentes qui ne se rencontrent pas. L'école a certaines attentes vis-à-vis des parents, et les parents ont aussi certaines attentes vis-à-vis de l'école, et parfois aucun des deux ne répond aux attentes de l'autre. C'est qu'elles ne sont pas clairement formulées de part et d'autre. Et donc il y a des malentendus, des quiproquos, qui peuvent mener à une rupture de la communication. Cette rupture mène aussi à des préjugés de la part de l'école. Ses parents sont des missionnaires, ils ne s'intéressent pas à la scolarité de leur enfant, ils n'ont pas envie de venir à l'école, ils n'ont pas signé le journal de classe, ça veut dire qu'il y a un désintérêt. Ils ne savent pas éduquer leur enfant. Et puis, il y a aussi ces idées qui peuvent germer dans la tête des parents. L'école rejette mon enfant, elle ne veut pas s'en occuper, ils sont racistes, ils ne veulent pas que je sois là. Cela engendre des difficultés d'adaptation de part et d'autre. Donc l'école a du mal à s'adapter aux familles parce qu'elle ne sait pas comment faire, parce qu'elle ne prend pas le temps, qu'elle n'a pas le temps de le faire. Et puis, les parents ont du mal à s'adapter aussi au système scolaire. De la même manière, ils n'ont pas compris ce qu'il fallait faire. Et donc, on assiste parfois à un repli sur soi et où chacun se retranche derrière ses barricades. On assiste du coup assez fréquemment aussi à des violences institutionnelles, des violences scolaires. Il y a du rejet, de l'exclusion. Il n'est pas rare du tout de voir des enfants être harcelés par leur père. Comme il y a une méconnaissance du parcours scolaire antérieur et des besoins d'apprentissage des enfants, eh bien, on va utiliser des outils didactiques et pédagogiques qui ne sont pas du tout adaptés. Cela mène bien souvent à du décrochage scolaire qui est parfois interprété comme de la fainéantise ou de la paresse. On voit aussi des enfants tout doucement sombrer vers une forme de dépression. Ce décrochage scolaire se manifeste aussi par une perte d'estime de soi, un manque de perspective. Les enfants ont du mal à se mettre en projet de réussir parce qu'ils ne voient pas par quel bout prendre leur scolarité, leurs apprentissages. Et donc, mis en échec, ils sont bien souvent réorientés vers des filières qui ne leur correspondent pas, qui ne correspondent pas à leurs attentes de départ, qui ne correspondent pas à leur envie future de profession. Donc, toutes ces raisons font qu'il est vraiment impératif de mettre en place un protocole vraiment adapté aux enfants, adapté à leur parcours, adapté à leur inclusion dans l'école et pour leur permettre de se visualiser, de se projeter et de devenir des futurs citoyens et citoyennes responsables, collaboratifs. C'est pourquoi le projet vise 3 axes, donc l'accompagnement des enfants, l'accompagnement des enseignants et l'accompagnement des parents et la mise en lien de ces 3 publics pour co-construire un système d'accueil et d'accompagnement valorisant, constructif et surtout qui permet de répartir les missions et les tâches de manière harmonieuse. Imaginez que vous vous endormiez un soir et puis que vous vous réveillez dans un endroit totalement inconnu, vous avez été déplacé pendant votre sommeil. La première chose que n'importe quel être humain va se demander quand il va ouvrir les yeux, c'est « Où suis-je » ? Ce qui va nous sécuriser, c'est de rencontrer une personne qui va nous rassurer, nous guider et nous montrer que nous sommes bienvenus. L'attachement à un lieu et à des personnes fait partie des besoins fondamentaux de l'être humain. Changer de pays ou tout simplement d'école demande un effort d'adaptation assez important, que ce soit au niveau cognitif, au niveau physique, au niveau mental et affectif. On va donc avoir une attention particulière à la stabilité géographique au sein même de l'école.
En effet, beaucoup d'enfants ont déjà vécu un parcours migratoire très long. Ils ont déjà vécu des déplacements successifs. Et même s'ils sont inscrits dans votre classe, ils n'ont pas encore, pour certains, atteint leur point de chute final. Il est donc important pour l'enfant de pouvoir être accueilli dans un local dans lequel il va se sentir chez lui pour éviter une forme d'itinérance continuelle. On voit souvent des profs de FLA avec une caisse en main, des petits-enfants qui les suivent à la recherche d'un local dans lequel ils pourraient s'installer et faire leurs apprentissages. Comme dit précédemment, identifier clairement une personne de référence qui va pouvoir guider l'enfant, le rassurer quand il en a besoin, ainsi que des enfants volontaires dans la classe pour jouer le rôle de parrain et marraine. Cette stabilité à la fois géographique et affective au sein de l'école va permettre à l'enfant de trouver un ancrage, d'identifier son rôle et d'avoir de nouvelles perspectives. En d'autres termes, on va veiller à ce que l'enfant ne vive plus cette sorte de nomadisme et on va en quelque sorte sédentariser l'espace-temps. Pour ce faire, la mise en place de rituels peut être primordiale parce que très structurante pour l'enfant. J'entends par rituel des activités régulières, répétitives, telles que l'accueil du matin avec le geste qu'on choisit pour dire bonjour à son professeur, la prise de température extérieure par exemple, ou bien encore les lectures le soir avant la fin de la journée ou avant le temps de midi. Les chansons, les comptines, la causette ou le quoi de neuf du matin. Tous ces moments qu'on inscrit dans le planning hebdomadaire et qui permettront à l'enfant de se structurer et de gérer son espace-temps. Pour pouvoir proposer un cursus pédagogique adapté, il va falloir évaluer les besoins en apprentissage. Alors, les besoins sont différents d'un enfant à l'autre. On va donc observer 3 choses fondamentales. La première, c'est l'écart qui existe entre la langue maternelle et la langue de l'enseignement. Un enfant qui vient d'Espagne maîtrise une langue latine et potentiellement, il pourra très vite raccrocher à la langue française puisqu'elles sont très similaires. Dans un deuxième temps, on va se renseigner sur le parcours scolaire antérieur de l'enfant. Il y a des enfants qui ont un parcours tout à fait accompli, qui ont très bien réussi jusqu'à leur arrivée à l'école, qui sont entrés déjà dans la culture scolaire, qui ont une méthode d'apprentissage, des méthodes de travail et qui vont pouvoir donc progresser assez rapidement. Ensuite, on va observer et essayer de s'informer sur le parcours académique des parents parce que certains enfants évoluent dans une famille où il y a un suivi très rapproché, on fait déjà beaucoup d'activités extrascolaires, il y a déjà un réseau familial et donc ces enfants sont suivis et soutenus à la maison, ce qui fait qu'ils vont potentiellement aussi progresser beaucoup plus vite. En revanche, on a parfois des enfants dont les parents ne sont pas du tout inscrits dans la culture scolaire, ne comprennent pas le système de l'école, peinent à aider leur enfant lorsqu'il rentre à la maison, ce qui fait que ces enfants vont progresser beaucoup moins rapidement. Il est primordial également d'établir une connexion avec la famille et la maison. Donc on va s'assurer qu'il y a un outil de communication entre l'école et la maison. Ça peut se faire via des plateformes numériques comme Smart School, Classroom, ClassDojo selon les écoles. Et puis, ça peut se faire aussi au moyen d'objets plus concrets. En maternelle, par exemple, on va offrir un petit jouet ou un doudou à l'enfant qui vient d'être inscrit et il pourra le ramener à la maison. Ça lui permettra d'avoir un objet de transition. Alors lorsque nous inscrivons nos enfants dans une école, bien souvent, nous avons fait la démarche d'aller la visiter et nous savons un petit peu dans quel type d'école, dans quel type de milieu on inscrit notre enfant. Ce qui n'est pas le cas quand on arrive de l'étranger. Et donc quand on dépose son enfant le matin, on ne sait pas ce qu'il vit, on ne sait pas où il va, on ne sait pas qui il rencontre. Après avoir entamé toutes les démarches administratives d'inscription qui sont très formelles, c'est important de prendre le temps de rassurer les parents, d'expliquer comment ça va se passer, de leur signifier qu'on est content d'accueillir leur enfant, qu'on va faire tout ce qui est en notre possible pour l'aider à progresser et lui donner des pistes concrètes de ce que le parent peut faire quand il est à la maison avec son enfant
pour le soutenir scolairement. Le déplacement d'un endroit à un autre peut générer des petits ou gros traumatismes et donc doit s'enclencher un processus de résilience pour pouvoir surmonter ces obstacles. Alors je me suis inspirée du concept de résilience de Boris Cyrulnik pour mettre en place 3 étapes auxquelles on devrait penser chaque fois qu'on accueille un enfant dans son école et dans sa classe. Dès qu'on aura mis un cadre sécurisant pour l'enfant, comme la stabilité géographique affective, le lien avec la maison, etc., eh bien, on va penser à différentes choses qui vont lui permettre de vraiment enclencher son processus de résilience. La première chose à faire, c'est d'aider l'enfant à identifier une personne d'attachement. Elle pourrait être l'instit FLA ou la titulaire, mais en tout cas, il faudrait que cette personne soit disponible. Juste après l'inscription de l'enfant, on va mettre en place un système de parrainage autour de lui en demandant à des enfants volontaires de s'occuper de ce nouvel élève, de l'entourer, de le guider, de l'accompagner, de veiller sur lui ou sur elle. C'est vraiment le tissu social qui va permettre à l'enfant de se développer et de prendre sa place dans le groupe. C'est aussi important de veiller à le mettre dans des situations où il va pouvoir mettre en avant ses qualités personnelles, ses qualités sociales, pour qu'il n'ait pas le rôle de celui qui est assisté, mais qu'il prenne pleinement son rôle dans le groupe. Ne pas parler la même langue que les autres peut être vécu comme un handicap si l'environnement dans lequel on se trouve ne s'adapte pas pour nous permettre de communiquer. Certains enfants restent parfois longtemps dans une forme de mutisme. C'est en général le signe qu'il ou elle ne se sent pas encore tout à fait en sécurité. On va donc entrer en relation avec l'enfant et ouvrir un espace de parole au moyen de l'expression gestuelle, verbale, écrite ou artistique. L'attitude bienveillante et accueillante de l'adulte engagera les autres enfants de la classe dans cette même ouverture. Lorsque l'enfant se sera prêt à parler, il faudra accueillir cette parole, qu'elle soit verbale ou non. Parce qu'entrer en communication permettra vraiment à l'enfant de tisser des liens, de donner du sens à ce qu'il vit, dans certains cas atténuer des douleurs ou des craintes, mettre en avant ses qualités, poser des questions. En tout cas, ça lui permettra de s'inscrire dans le groupe en tant que personne. Donc pour construire sa résilience, on a besoin d'être reconnu socialement. Pour aider l'enfant à se sentir valorisé, à continuer d'apprendre, à être stimulé intellectuellement, on va veiller à proposer des activités adaptées à ses prérequis. Pour cela, le professeur de FLA peut faire un rapide diagnostic pour évaluer la zone proximale de développement dans les autres matières que le français. Cela lui permettra de continuer à apprendre en gravissant des échelons accessibles. Par exemple, donner à un enfant de P1, P2 la boîte à mots de la semaine à lire et à étudier à la maison, alors qu'il ne connaît pas encore le vocabulaire, ou bien demander à un enfant de P3, P4 de n'étudier que les mots de la dictée au lieu des phrases, alors qu'il ne sait pas encore lire et écrire en français, ou encore laisser un enfant de P5, P6 utiliser le Becherel pour l'évaluation de conjugaison ou recopier les tableaux de verbes en se disant qu'on lui a facilité la tâche alors qu'en fait, il ou elle sait à peine conjuguer oralement, sont toutes des petites actions qu'on pense bienveillantes, mais qui en réalité ne sont pas vraiment adaptées parce qu'elles manquent de sens. Et elles maintiennent l'enfant dans une situation d'échec qui peut favoriser le décrochage scolaire. C'est donc vraiment important de permettre à l'enfant de se raccrocher à des apprentissages accessibles et de continuer d'investir son énergie intellectuelle dans des activités stimulantes et qui ont du sens. En maternelle, on a parfois des enfants qui courent dans tous les sens, qui essayent tout le temps de s'échapper, qui se bagarrent beaucoup ou frappent les autres sans raison apparente, mettent le bazar dans la classe. Le raccourci est vite fait de se dire que l'enfant est violent et mal éduqué, alors que bien souvent, c'est dû au fait qu'il est soumis à un tas de stimuli sensoriels et émotionnels difficiles à gérer et qu'il a besoin d'un temps d'adaptation. Lui permettre de se dépenser physiquement va contribuer à le tranquilliser et lui donner un cadre dans la gestion de ses émotions, de même que le dessin ou la peinture.
raconter un petit peu mon parcours pour que vous compreniez ce qui m'a amenée à mettre sur pied ce projet. Je suis enseignante depuis une vingtaine d'années. Pendant 12 années, j'ai été titulaire de classe de 5e, 6e primaire, donc j'ai vécu tout le processus de mise en place du CEB, puisque quand j'ai commencé, il n'existait pas encore sous la forme que nous connaissons aujourd'hui. Puis pendant 2 années, j'ai été titulaire de classe de 2e primaire et ça fait 6 ans maintenant que je m'occupe principalement des enfants en situation de migration. Tout au long de ma carrière, j'ai accueilli énormément d'enfants qui venaient de l'étranger et qui ne maîtrisaient évidemment pas le français. J'ai été confrontée à la difficulté de pouvoir les accueillir dans ma classe, de pouvoir les inclure dans le restant du groupe, de pouvoir les mener vers l'obtention de ce CEB sur un espace-temps assez court, puisqu'ils devaient à la fois apprendre le français, mais aussi rattraper toute la matière qui n'avait pas été vue avant. Sentant les grosses lacunes de notre système, j'ai vraiment eu envie de me consacrer à toute la réflexion et à la construction d'outils pédagogiques et didactiques destinés à l'apprentissage du français et à l'accompagnement des enfants allophones. En 2015, on a vécu ce qui a été appelé la grande vague migratoire. Donc beaucoup de personnes, des familles venant d'Afghanistan, d'Irak, de Syrie notamment, sont arrivées dans le courant de l'été 2015 et se sont retrouvées à dormir dans le parc Maximilien, puisqu'il n'y avait pas suffisamment d'effectifs à l'Office des étrangers pour accueillir et prendre en charge les demandes d'asile. Très rapidement, la solidarité citoyenne s'est organisée et de nombreuses personnes sont allées dans ce parc pour prêter main forte et pour essayer d'accompagner les personnes à différents niveaux. Face aux nombreux enfants présents dans le parc, des enfants de tous âges, une tente a été montée par quelques bénévoles sur laquelle on a écrit École du Monde. Et en fait, c'est l'école Maximilien qui est née. Alors, dès le 3 septembre, je me suis engagée en tant que bénévole pour aller prêter main forte aussi sous cette tente dès que je le pouvais. Et c'est à partir du mois de mars 2016, après le démantèlement du camp, que je me suis engagée en tant que coordinatrice de l'école Maximilien. À l'époque, l'école était plus une école des devoirs et une halte-garderie pour les parents qui venaient bénéficier des services fournis à la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, donc la distribution de vêtements, le service d'accompagnement social et les cours de langue pour adultes. Il s'agissait, durant les mercredis et les samedis après-midi, d'organiser des activités, d'organiser de l'aide aux devoirs pour les enfants du quartier et en tout cas toutes les personnes qui avaient connaissance de cette ASBL. Depuis 2015, donc au départ, j'ai enseigné l'adaptation à la langue de l'enseignement, donc ce qui existait juste avant le FLA. Et en parallèle, j'ai continué de coordonner cette école Maximilien, ce qui m'a donné l'opportunité de rencontrer beaucoup de familles, beaucoup d'enfants et de pouvoir observer aussi toutes les difficultés du parcours migratoire, de la vie en centre d'accueil, toutes les embûches que à la fois les enfants rencontrent et leurs familles. En 2019, j'ai donc décidé de fonder l'ASBL Maxilien, la suite de l'école Maximilien, mais où les missions sont beaucoup plus étendues et beaucoup plus clairement détaillées. Le but étant de toucher un maximum de familles, un maximum d'enfants, permettre aux enfants, une fois arrivés sur le sol belge, de pouvoir être inscrits le plus rapidement possible dans une école, comme le prévoit la Convention de Genève, qui donne le droit absolu à tous les enfants, régularisés ou non, de poursuivre une scolarité complète. Il n'existe jusqu'à aujourd'hui aucun protocole clair et précis sur la manière d'accueillir les enfants, la manière de les accompagner, eux et leurs familles.